Je rentre en France et je me dis ok, y a forcément un truc à faire, on a un terroir magnifique, faut qu'on le mette en valeur. Je mets un peu tout dans un bol, je sais développer, je suis de Champagne donc je connais un peu le réseau de vignerons et j'adore voyager. Vas-y, on fait un truc pour les personnes qui ont voyagé et qui rencontrent le même problème que moi, que j'ai pu avoir du coup quand je suis allé dans le Bordelais. Au début tu pars, tu dis, et tous les entrepreneurs on part comme ça, on se dit notre idée elle va révolutionner le game, elle va tout péter. Forcément c'est très rare que ça se produise. C'est possible hein, maintenant dans le monde de la crypto, des NFT, mais en tout cas en 2017 il y avait Steve Jobs et les autres, quoi. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast des Nouveaux Explorateurs. Le concept reste le même, partir chaque mois à la rencontre d'entrepreneurs et personnalités issus du monde du vin, de la gastronomie et de la mode pour qu'ils partagent avec nous leurs expériences et leurs conseils sur ce qui les a forgés tout au long de leur carrière et permis de connaître les réussites dans leur domaine. Alors si vous découvrez le podcast, je me présente, Geoffrey Château, fondateur de Discovery, agence de communication et de coaching spécialisée en création et développement d'identité de marque food, drink et lifestyle. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'agence, je vous mets le lien dans la description. Avant de vous présenter mon nouvel invité, je vais avoir besoin de votre aide. Si vous écoutez des podcasts régulièrement, vous savez que la réalisation d'un seul épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Entre la prise de contact, le tournage et le montage, ce sont des heures et des heures de travail. Donc si vous appréciez les épisodes et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne et à laisser un like en cliquant sur le pouce. Aujourd'hui, je suis super content de vous présenter Nicolas Manfredini, qui est le fondateur de la plateforme de no-tourisme Winalist. Pour faire simple, Winalist propose de mettre en relation des touristes du monde entier avec des vignobles et des domaines à travers l'Europe. Pour vous donner quelques chiffres, Winalist aujourd'hui c'est une plateforme en 11 langues, plus de 1000 expériences touristiques et non touristiques dans 6 pays européens et plus de 200 000 visiteurs sur la plateforme. Pendant cet épisode, on a évoqué une multitude de sujets, on a parlé de smart tourisme, de business digital, d'état d'esprit pour entreprendre, bref, on a évoqué une multitude de sujets. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite en compagnie de Nicolas et je vous souhaite une bonne écoute. Merci Nicolas de me recevoir pour le podcast. Merci à toi Geoffrey. La première question que je pose, c'est pour celles et ceux qui vont regarder et écouter le podcast, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un peu, pitcher le concept de Winalist? Yes, bah écoute, moi c'est Nicolas, je suis originaire de Champagne, j'ai 29 ans. Globalement, Winalist, ça permet de réserver des visites œnologiques, viticoles, très simplement. Le constat a été assez simple. Après mes études que j'ai eu l'occasion de faire à l'étranger, notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, je suis rentré en France et je me suis dit qu'on avait un patrimoine, un terroir magnifique, mais que c'était très compliqué d'y accéder. Si tu faisais pas partie d'un réseau ou si tu connaissais pas un vigneron ou autre, à part les grandes maisons, tu n'avais pas accès à grand-chose. Et finalement, je me suis dit, ok, sachant un petit peu développer, un petit peu connaissant un peu le monde du web, utilisons cette technologie pour rendre à sa filière ce qui lui est dû et mettons en avant le terroir viticole. Et du coup, c'est là qu'est né vraiment le concept de Winalist, qui permet à tous les visiteurs du monde entier, quels qu'ils soient, puisqu'on est dispo en 11 langues, de réserver leur visite de cave en ligne très facilement. Alors, tu corriges, parce que tu parlais justement d'Amérique du Nord. Ouais. J'ai lu deux histoires. La première, Bordeaux, je crois, ou en tout cas, tu cherchais à faire une activité et aussi la Mapa Valley. Ouais. C'est quoi le problème que tu avais identifié à la base réellement, toi personnellement, pour avoir l'idée Winalist? Bah écoute, le problème c'est celui-là, c'est celui-ci, c'est celui que tu évoques, c'est-à-dire que tout est venu du fait que j'aille à l'étranger et que je m'aperçoive qu'à l'étranger, les gens avaient un rapport au service très très simple, c'est-à-dire que tout le monde voulait du service très rapidement. Et en fait, quand je suis rentré en France, j'ai essayé de faire la même chose, c'est-à-dire d'aller réserver une visite dans le Bordelais. Et là, je me suis confronté un peu à la difficulté de l'exercice. Il y avait des formulaires de contact partout. On me donnait des noms de par mon réseau. On me disait, il faut que tu ailles visiter là, là, là. Je remplissais des formulaires de contact, mais il fallait que je garde quasiment toutes les notes des domaines que j'avais contactés, pour quelle heure. Ensuite, ils me renvoyaient leur dispo et je me suis dit, attends, si moi, j'ai ce problème-là alors que je suis français, que j'ai pas de barrière de la langue et que je connais un petit peu le milieu viticole, comment tu veux qu'un Américain qui ne connaisse pas forcément la région, qui a en plus une barrière de la langue, plus le décalage horaire, fasse pour se réserver un séjour dans le Bordelais. Donc en fait, c'est l'expérience complète qui a fait que j'ai créé Winalist. Alors, je dis toujours, le constat que j'ai souvent, c'est on a tous beaucoup d'idées. Ouais. Finalement, tu te dis, tu as ce problème que tu rencontres, tu te dis, tiens, il y a peut-être un potentiel business derrière. Entre l'idée initiale et l'envie de se lancer, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Écoute, il y a 3 ans entre l'idée, il y a 3 ans. Parce que quand j'ai eu l'idée, je me trouvais pas assez mature, assez mûr pour mener à bien ce projet. Je savais que ça allait être un projet d'envergure, avec une dimension assez internationale, puisque du vin, des vignes, il y en a partout. Enfin, aujourd'hui, je m'étonne encore. Tu avais déjà l'envie dès le début de voir à l'international? Ouais.
Ouais, dès le début. Parce que j'ai été élevé par mes parents et surtout j'ai eu cette influence de la part de mon père qui était directeur export et qui m'a ramené cette dimension très américaine des choses que tu vois pas forcément quand tu grandis en France. Et du coup, dès le début, je savais que ça allait pas s'arrêter à la Champagne. Euh, pour preuve, au début, on voulait s'appeler Champagne Visite. Et puis tout de suite, j'ai enlevé le mot champagne parce que de une, je voulais que ça respecte ce que le CIVC dicte et que l'appellation champagne est propre à la Champagne. Et je voulais pas m'approprier ce nom. Et de deux, je voulais aussi avoir une dimension, ne pas me limiter, ne pas me fermer de porte. Et ouais, donc pour répondre à ta question, il y a eu 3 ans. Pendant ces 3 ans, j'ai vraiment mûri le projet. T'élabores un plan d'action. C'est jamais celui qui se déroule, mais ça mérite de te faire déjà travailler là-dessus. L'arrivée de certaines technologies aussi. Je regardais un peu ce qui se fait dans les autres pays. Il y avait des choses qui se passaient dans d'autres pays. Et finalement, il y a eu un élément déclencheur, un moment où je me suis senti prêt, où j'ai senti que le marché était prêt, en continuant de discuter avec des amis vignerons et maisons, ou représentants de maisons. Et là, j'ai senti que c'était le moment pour y aller. Et comment ça a été accueilli dès le début? Parce que pareil, en tant qu'entrepreneur, tu avec ta bonne volonté, tes bonnes idées, et tu dis «Ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça». Forcément, au début, tu as une coquille vide, donc tu pourras reparler peut-être de ton parcours au niveau universitaire, Ouais. parce qu'il y a une dimension très techno finalement dans ce que tu proposes. Donc comment déjà tu as été accueilli au tout début peut-être par les partenaires, les potentiels partenaires financiers, et puis surtout par ce que tu ciblais, c'est-à-dire les domaines et les maisons? Alors, pour reprendre un petit peu sur mon parcours, j'ai grandi à Épernay, au cœur du vignoble. Euh, j'ai eu un petit peu d'avance dans ma scolarité, donc parfois un petit peu en décalage, mais j'ai eu un très bon groupe d'amis à Saint-Victor, pour pas les citer, mais parce que j'ai fait toute ma scolarité là-bas. À l'issue enfin, quand j'ai obtenu mon bac, du coup, à 16 ans, j'avais deux options. Soit tu restes dans le coin, comme tu peux dire, ou soit tu vas un peu voir ce qui se passe ailleurs. Et tout de suite, j'ai décidé d'aller à Paris, là où pour moi, en France, tout se passait. J'ai commencé par faire une école d'ingénieur informatique, parce que c'est ce qui me passionnait depuis tout jeune. J'ai commencé à développer des sites à 14 ans, à en proposer à mon réseau autour de moi. Enfin, tu vois, je commençais à faire ce genre de choses. Et pour moi, c'était l'informatique. Quand je suis arrivé dans l'école, je me suis rendu compte que c'était pas en fait l'informatique que je voulais faire, que j'aimais bien utiliser la techno, j'aimais bien bidouiller, etc. Enfin pour moi faire des sites c'était bidouiller parce que ça devenait un langage que tu apprends, c'est une langue en fait. L'informatique c'est une logique et t'as différentes langues. Et puis je me suis rendu compte que non, ça manquait de quelque chose, de la partie culture, de la partie... quand je dis culture, c'est pas connaissance, c'est aller à la rencontre d'autrui et apprendre comment ces personnes vivent dans leur lieu, dans leur environnement, et faire rencontrer d'autres personnes différentes. Donc en fait, dès que j'ai décrit un peu ça dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est une école de commerce que je dois faire en fait. Parce que même si j'aime bien tout ce qui est commerce, je voulais avant tout découvrir le monde. Ce que tu veux faire quand tu es jeune, c'est un peu bateau, mais tu le fais mécaniquement très facilement avec une école de commerce. Donc à partir de ce moment-là, j'ai choisi une école de commerce qui s'appelle l'EBS, European Business School à Paris, qui promettait un cursus, donc un master en 5 ans, avec 2 ans à l'étranger. Et globalement, ça me plaisait énormément parce que tu avais 2 ans je dis 2 ans à tirer à Paris, et puis après tu partais tout de suite à la rencontre du monde. Et j'ai eu l'occasion du coup de faire un premier stage en Espagne lors de la première année. Ensuite, je suis allé au Canada, au Chili, à Los Angeles et à New York. Et quand j'étais au Chili, j'ai eu l'occasion de découvrir d'autres vignobles aussi en Amérique du Sud. Et tout ça, je l'ai fait en continuant de développer des sites, en continuant, tu vois, d'avoir ce côté freelance, développement de sites. Freelance, c'est aussi une première boîte, hein, même si tu es ton propre patron et tu es tout seul. Tu dois gérer des clients, tu dois gérer des deadlines, tu fais face à des potentiellement mécontentements que tu dois corriger, des personnes très, très contentes qui te recommandent, donc ça te fait plus de business. Et en fait, j'ai vraiment évolué, tu vois, dans ce monde-là. Du coup, tu vois, fort de tous ces voyages, je rentre en France et je me dis, ok, il y a forcément un truc à faire, on a un terroir magnifique, faut qu'on le mette en valeur. Je mets un peu tout dans un bol, je sais développer, je suis de Champagne, donc je connais un peu le réseau de vignerons, et j'adore voyager. Vas-y, on fait un truc pour les personnes qui ont voyagé et qui rencontrent le même problème que moi, que j'ai pu avoir du coup quand je suis allé dans le Bordelais. Au début, tu pars, tu dis, et tous les entrepreneurs, on part comme ça, on se dit, notre idée, elle va révolutionner le game, elle va tout péter.
Forcément, c'est très rare que ça se produise. C'est possible maintenant, dans le monde de la crypto, des NFT, donc il y a plein de choses qui se passent. Mais en tout cas, en 2017, ouais, il y avait Steve Jobs et les autres, quoi, en gros. Mais c'était cool, tu vois, c'est parce que c'est ça qui te donne la passion. Donc tu dis, vas-y, j'y vais, je vais tout casser. Tu racontes à tes parents ils disent, ouais, fais quand même gaffe, assure-toi un peu tes arrières. C'est pour ça qu'ils m'ont toujours dit de finir mes études, de finir mon bac, mes études, pour au moins avoir ça au cas où, tu vois. Mais ils m'ont jamais empêché d'aller de l'avant. Et lancement de Winealice, première version en 2017, on était sur un autre business model. On proposait un abonnement mensuel ou annuel au domaine viticole, peu importe le nombre de raisins qu'on leur amenait. On a fait ça parce qu'au début, il fallait tester le marché, parce que moi, je trouvais ça logique aussi. Je me suis dit, ok, c'était le début d'Airbnb, de Booking, etc. Et je me suis dit, moi, je veux rendre service à la filière. Et je veux pas les pénaliser, ou j'étais encore peut-être trop philanthrope à l'époque. Et je voulais quelque chose de simple et qui convienne à tout le monde. Et en fait, ça n'a pas été accueilli de la façon dans laquelle je pensais. C'est-à-dire? Parce alors, tu as eu les grandes maisons qui nous ont fait confiance, pardon, et je les remercierai jamais assez, mais très vite, on a pu avoir des maisons du groupe LVMH qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis d'avancer. Et vraiment, je trouve que ce que font les maisons du groupe sur le territoire, c'est extraordinaire. Même de nous aider en tant qu'entrepreneurs locaux. Eux n'ont pas eu de problème à justement nous accueillir, mettre leur visite sur notre site. Ensuite, les plus petites structures, j'ai eu parfois du mal à justifier, tu vois, l'abonnement mensuel ou annuel. Pourtant, c'était des montants qui restaient assez corrects pour du business. On parle de 30 à 100 euros par mois. Donc, tu vois, d'un point de vue business, c'est pas déconnant. Mais c'était le problème de récurrence. Et même s'il n'y avait pas d'engagement, c'était un problème de je vends quelque chose, mais je ne peux pas dire exactement ce que je vends. Parce que je ne peux pas te vendre un truc à 30 ou 100 euros en te disant je vais t'amener 100 ou 300 visiteurs. Le manque de visibilité peut-être. Exactement. Et puis, tu fais face aussi à un domaine qui est, tu fais face aussi à un domaine qui est plus, je dirais, agricole aussi. C'était plus agricole que viticole, et je dis pas ça péjorativement, c'est une manière de gérer qui est très différente, pardon. Les domaines viticoles ont l'habitude de vendre leurs produits avec une commission d'apport d'affaires, donc tu vois, c'était plus ancré. Et ça a tout de même fonctionné les premières années, ça nous a permis de tester le marché, savoir ce que les domaines voulaient d'un côté, ce que les visiteurs voulaient de l'autre. Vous avez mis combien de temps à tester ce qu'on dit souvent qu'il faut tester très vite l'idée? Ouais. Pour ajuster justement, ça s'est fait sur une période de combien de temps à peu près? Ah, je suis pas le bon exemple pour ça. Non, en fait, si tu veux, on a mis 6 mois à développer le site. Ouais. Mais ça, c'est de ma faute, c'est qu'au début, on voulait faire français-anglais et finalement, on a sorti le site en 6 langues dès le début. Mais tu vois, très tourné vers l'international, je me suis dit, ok, on le fait en 2 langues, ça revient même de faire dès le début, Ouais, ouais. exactement. Et ça, j'avoue que c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure, c'est qu'il faut pas être perfectionniste. Il faut lancer des choses, voir si ça fonctionne et après perfectionner. Mais tu peux pas le savoir. Moi, j'ai jamais été salarié. Ma seule expérience avant Winealice, c'est d'avoir créé une agence de com. Et donc, j'ai appris énormément, mais j'ai jamais appris avec quelqu'un ou en étant salarié. J'ai jamais eu de mentor qui me disait faut faire ça comme ça, etc. Donc c'était l'inconnu. Donc tu apprends, tu te remets en question tout le temps. Et donc ouais, 6 mois pour créer la boîte et la plateforme. Ensuite, on a testé pendant 1 an et demi. Mais 1 an et demi, ça va vite au final, parce que rien que le temps de faire connaître ton produit, de mettre tout en place. Enfin, quand tu es tout seul au début dans la boîte, faut tout faire. De la compta, commencer à aller voir des partenaires financiers, tu commences aussi à comprendre le discours qu'il faut que tu portes et que tu adoptes face à ces partenaires. Tu comprends aussi que c'est pas le même discours, que c'est pas le discours commercial. Parfois, tu te perds aussi parce que tu te fais accompagner par des réseaux qui te disent attends, les financiers veulent entendre ça. Donc tu dis ah oui, mais s'il faut entendre ça, il faut que je fasse ça. Donc tu commences à développer des choses qui en fait, il faut très vite faire le tri. Et ça, c'est quelque chose que tu apprends, je pense, assez rapidement en tant qu'entrepreneur, c'est écouter. Il y a beaucoup de bruit et c'est pas péjoratif. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses intéressantes ou moins autour. Il faut prendre toutes les idées, les accumuler, les mettre de côté, les trier et faire ça à ta sauce. Et du coup, au bout d'1 an et demi, on savait globalement ce qu'on voulait faire. Au bout d'1 an et demi, on a eu des visiteurs, déjà américains. Donc ça, c'était une grande force parce qu'on avait déjà des visiteurs américains qui venaient sur notre plateforme. On avait entre 30 et
30 et 50 domaines sur la plateforme en Champagne, exclusivement au début. Et les visiteurs américains nous envoyaient des messages en disant « Est-ce que vous êtes sûr que ma réservation a été acceptée ?» Parce qu'en fait, j'ai réservé via un formulaire qui allait directement au domaine. Le domaine mettait ses horaires, ses expériences, etc. Et ensuite, le visiteur réservait via un formulaire tout simple. Pas de paiement, rien du tout. Et on a eu beaucoup de visiteurs américains qui nous ont dit « Mais vous êtes sûr que c'est accepté? J'ai rien reçu, j'ai rien payé. » Du coup, tu vois, tu commences... Là, tu fais le service client aussi toi-même. Tu dis « Ok, bon, je pense que prépayer l'expérience peut être une chose qui rassure déjà les visiteurs. » Et puis ensuite, finalement, c'est comme ça qu'on a trouvé notre nouveau business model, qui est encore... En testant, finalement. En testant, ouais. Test and learn à chaque fois. Qui encore n'a rien de nouveau, hein, parce que beaucoup de plateformes le font. Mais en tout cas, au début, on ne pensait pas que ça allait être ce business-là qui allait ce Parce business que tu model. aurais pu avoir l'inverse, finalement. Les gens auraient pu se dire, il faut que je paye sur une plateforme qui est finalement assez jeune, donc un peu d'appréhension. Oui. Donc tu te dis, finalement, je fais l'étape de paiement au moment peut-être de la visite, de l'activité, et finalement, les gens ont demandé à être rassurés pour être sûr que lors du déplacement, ils soient bien accueillis. Exactement. Et je pense que c'est aussi un côté de mentalité aussi alors générationnelle. Nous, on est habitués à payer des abonnements mensuels pour tout un tas d'outils. Donc, c'était pas encore la génération à laquelle je m'adressais à l'époque. Et il y a aussi quelque chose qui vient du pays dans lequel tu te situes. Aujourd'hui, je sais que aux États-Unis, typiquement, le business model SaaS est beaucoup mieux accueilli par les professionnels parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils ont des outils qui sont à jour tout le temps et qui correspondent à leurs besoins. Ou alors ils savent que, comme c'est plus tourné vers le service, vers le tertiaire, ils savent que de payer tous les mois, ils vont avoir mécaniquement plus de services. Donc, nous, on s'attelle quand même à faire aujourd'hui uniquement du commissionnement, donc de l'apport d'affaires, et à apporter quand même ce service, parce que c'est important aujourd'hui d'accompagner les visiteurs et les domaines. Et bien qu'on soit pas philanthrope in fine, on est quand même là pour... moi, j'ai quand même en tête l'accompagnement de la filière, tu vois, la structuration. Quand je vois ce qui se fait ailleurs, je me dis qu'on a encore une très belle marge. Surtout en Champagne, je pense que d'autres régions viticoles en France sont peut-être très en avance, type l'Alsace, sur le no-tourisme, alors qu'en Champagne, ça commence beaucoup à se faire, enfin ça se développe depuis quelques années, mais il y a encore un champ des possibles qui est... Ouais, oui et non. En fait, c'est-à-dire que d'un côté, on a beaucoup à faire en tant que pays par rapport à d'autres, mais ça, de toute façon, tous les pays peuvent apprendre l'un de l'autre. Et par rapport aux régions, en fait, ça dépend également. Si tu regardes l'Alsace aujourd'hui, ils ont beaucoup d'avance d'un point de vue no tourisme parce que finalement, ils ont les marchés de Noël qui ont drainé beaucoup d'étrangers asiatiques aussi, et qui ont fait mettre un point sur la carte de France. Là, tu vois, il y a Paris et l'Alsace. Mais quand tu regardes d'un point de vue expérience viticole, pour le coup, il y a beaucoup d'expériences qui sont encore peu valorisées. Et ça, c'est un combat que moi je mène, et c'est pas un combat contre les vignerons, c'est un combat pour les vignerons, pour les domaines viticoles. Je les incite, et on les incite tous en équipe avec Winelis, parce qu'aujourd'hui, on est une dizaine dans la société, et on a des personnes maintenant qui communiquent avec les domaines. C'est plus moi qui vais au contact des domaines, mais on insuffle toujours la même chose, c'est valoriser votre temps. Aujourd'hui, tu vois quelques visites qui sont à 5-10 € par personne, avec 2 personnes minimum par créneau horaire. Et tu te dis, ok, donc ça veut dire que s'il n'y a que 2 personnes qui viennent pendant ce créneau, vous allez avoir 20 €, 20 € de l'heure. Pour être avec le vigneron, qui aussi, lui, est un chef d'entreprise, qui doit traiter des vignes, qui doit vinifier, qui doit faire beaucoup de choses dans un domaine viticole. Je pense que vigneron, agriculteur, viticulteur, agriculteur, c'est vraiment des métiers où tu vois, tu as énormément de choses à faire en tant qu'entrepreneur. Et du coup, on leur dit, non, est-ce que vous accepteriez d'être payé, d'être valorisé à 20 € TTC de l'heure? Et on leur dit, aujourd'hui, on a des clients qui sont prêts à payer beaucoup plus pour avoir 1 heure avec le vigneron, la personne qui fait le vin qu'ils dégustent, qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Donc tu vois, c'est toute une... On est plus dans la partie éducation même que... L'état d'esprit dont on parlait avant le podcast, où je te disais, voilà, il y a son entreprise et le chef d'entreprise derrière qui n'est pas forcément en phase parfois. Exactement. Et du coup, nous, on est encore dans l'évangélisation, l'éducation. Parfois, c'est perçu en se disant ouais, qu'est-ce qu'ils en savent, tu vois, parce que c'est vrai qu'on est une start-up, on est jeune, etc. Souvent, c'est quand même bien reçu. Souvent, les gens disent ah oui, c'est vrai, on peut faire ça, etc.
Donc nous, on dit, bah oui, il y a telle chose qui fonctionne ici, telle chose ailleurs, on aide. Euh, et puis on voit quand même un marché qui commence à évoluer. Depuis notamment la pandémie, on a des choses qui ont évolué. Les gens ont plus envie forcément de passer 1 heure pour rien. Tu vois. Maintenant, le temps, il est un peu plus... Comme le temps personnel est très précieux maintenant, le temps que tu vas passer avec ta famille à faire autre chose que travailler est très précieux depuis le Covid, parce que tout le monde s'est aperçu que ce temps-là était magnifique. Et ben le temps où tu travailles maintenant est revalorisé. Et donc on sent quand même une tendance à cette revalorisation-là. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc, Covid, sans revenir forcément sur la période, j'imagine que forcément le business était un peu en off le temps d'eux. Mais tu parles d'une évolution, et une des évolutions que j'ai vues, c'est ce qui s'appelle, alors, peut-être pas le bon terme, mais ce côté smart voyage, enfin smart Ouais. tourisme, qui a beaucoup évolué. Comment vous gérez ça aussi? Enfin, quelle est votre évolution et votre rapport par rapport à ça au niveau de la filière tourisme? Alors, pour répondre à la première partie de ta question, nous, la pandémie, ça n'a pas du tout été une pause pour nous. Si tu veux, on avait deux choix quand c'est arrivé. Tout le monde, c'était l'inconnu pour tout le monde. Et nous, on s'est dit, ok, d'un côté, on peut mettre la boîte en pause, et puis parce que de toute façon, on n'aura pas de visiteurs, puisque tout le monde était cloîtré chez lui. Ou on en profite et on y trouve une opportunité, et justement, on va au contact des domaines viticoles qui ont plus le temps, puisqu'il n'y a plus de vente, il y a plus de... C'était brutal pour tout le monde, mais d'un côté, les gens étaient beaucoup plus disponibles. Et ça, c'est quelque chose qui a été très plaisant, c'est que les personnes, les gens avaient retrouvé le temps de communiquer avec autrui. Là où aujourd'hui, t'es spammé, tu reçois des emails, des coups de téléphone de tout le monde tout le temps, et si tu dis pas stop, c'est fini. Pendant le Covid, tout le monde s'est arrêté, il y a eu comme une pause générale, et nous, on en a profité pour justement appeler les domaines en leur disant, écoutez, là pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer, on est comme vous, par contre, voilà notre ambition. Est-ce que ça vous intéresse déjà de vous inscrire, de mettre en place quelques expériences pour quand ça va reprendre en fait? Est-ce que vous voulez préparer l'après avec nous? Parce que ça va reprendre, parce qu'on va pas tous rester chez nous pendant 5 ans, sinon je pense que... On a eu l'exemple à Shanghai ou dans d'autres villes chinoises, les gens sont quand même sortent en courant et c'est compliqué. Donc on a préparé l'avenir avec eux. Et du coup, donc c'était pas du tout un moment de pause pour nous, c'était du coup un moment vraiment où on a redoublé d'efforts, voire triplé d'efforts, et on est passé, parce qu'on avait lancé la deuxième version de Wineist avec le nouveau business model, on est passé d'une 50aine de domaines à 700 en 2 ans, voire en 1 an et demi, le temps du Covid. Donc c'était vraiment... Et là, on a ouvert la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, parce qu'on a vu que déjà c'était un phénomène qui était mondial, global, et qu'au-delà de la France, je le savais depuis le début qu'il y avait des vignes partout, mais c'était le bon moment pour aller aussi les voir et parler avec eux. Donc on a fait ce pari-là. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je te parlais un petit peu de temps tout à l'heure, où les gens ont pris conscience que leur temps valait plus, ou il fallait dépenser son temps de la meilleure façon qui soit, et pas forcément tout le temps au travail. Maintenant, on a aussi beaucoup de voyageurs qui ont cette dimension smart tourisme. C'est-à-dire, je vais pas faire Bordeaux-Nice, Paris, Paris-Nice, Marseille. Enfin voilà, je vais essayer d'organiser mon périple ou mon excursion de la meilleure façon possible. Nous aujourd'hui, on peut pas leur apporter une réponse concrète parce qu'on ne propose que des expériences. Nous, on répond aujourd'hui à un besoin où quand tu as un hôtel, un hébergement dans une localisation, tu vas vouloir faire des choses dans une région, ou alors parfois c'est même l'inverse. Je veux absolument aller dans le Bordelais, je veux faire des choses, et après je trouve un logement. On les accompagne on leur propose des logements, on leur propose des restaurants en plus, on les conseille en tout cas. Mais aujourd'hui, sur le smart tourisme, on va potentiellement mettre en avant des domaines qui favorisent tel ou tel mode de culture. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de biodynamie. C'est pas directement du smart tourisme, mais ça a un impact. Exactement. Exactement. Ça a quand même un impact et dans la tête du consommateur-visiteur, et ça a un impact in fine dans le smart tourisme, puisque tu vas voir quelqu'un qui fait des efforts pour la planète. Donc tu vas subventionner, j'aime pas dire payer, mais tu vas donner quelque chose à quelqu'un qui agit pour la planète, versus de donner à quelqu'un qui n'agit pas forcément. Mais je dirais que dans le tourisme, c'est encore le début, tu vois, on peut pas leur dire...
c'est délicat quand on a des visiteurs qui viennent d'Amérique, de leur dire, bah déjà, ils ont une empreinte carbone parce qu'ils viennent des États-Unis. Après, on peut pas leur en vouloir. C'est très bien qu'ils viennent, et heureusement qu'ils sont là et qu'ils viennent découvrir notre pays et nos terroirs. Mais tu peux pas leur dire, ouais, non, vous allez faire que du véhicule électrique et vous allez faire déguster que du bio. Il faut voir de tout et on est dans un monde où c'est une transition, on est en transition en ce moment. Donc mécaniquement, je trouve que tu peux pas t'arrêter au smart tourisme en disant, il faut absolument que tout le monde fasse du smart tourisme. Ça veut rien dire. Il y a du bien, il y a du très bien, il y a du moins bon pour la planète, mais ça veut pas dire que c'est mal ou mauvais, ça veut dire que c'est en transition. Les grands domaines, mécaniquement, vont mettre plus de temps à faire leur transition vers du vignoble 100% bio, 100% biodynamie s'ils le souhaitent. Donc ça prend un petit peu de temps. Par rapport à ton secteur qui est le tourisme, c'est très concurrentiel au final. Alors, peut-être plus sur un secteur de niche pour vous, mais comment, au niveau du digital, parce que tu parlais des États-Unis, comment on vous trouve, enfin, quelle était un peu votre stratégie aujourd'hui pour vous donner de la visibilité? Google, les algorithmes, la publicité en ligne, tout ça, ça évolue vite, c'est assez complexe. C'est quoi un petit peu votre stratégie pour vous donner de la visibilité aujourd'hui et dire, bah, nous on est Winalyst, voilà ce qu'on propose, et ça dans le monde entier? Difficile de te répondre en toute transparence parce que forcément, notre stratégie, bien qu'elle soit connue et pas non plus révolutionnaire, on veut pas tout livrer sur un plateau pour d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a surtout un marché, une cible. On sait qu'aujourd'hui, avant il y avait les Asiatiques, la partie Asie, qui venait beaucoup en Europe, aujourd'hui beaucoup moins. Donc au lieu de répartir nos efforts entre Asie et Amérique, du Nord et du Sud, hein, parce que les deux continents sont très intéressants, on se focus un peu plus sur Amérique Nord et Sud. Asie, mécaniquement un peu moins, parce qu'il y a toujours des problématiques de voyage, c'est encore un peu plus compliqué. Puis mentalement, il y a moins de touristes asiatiques. Il faut le dire, c'est un fait. Donc nous, aujourd'hui, on s'appuie sur tous les outils digitaux pour se faire connaître, typiquement sur ce marché-là. Après, c'est des efforts de communication, ouais, que toutes les plateformes font. Après, il y a des plateformes pour tout. Il y a des plateformes pour l'hôtellerie, pour les expériences qui sont pas du vin, nous pour l'expérience les expériences qui sont dans le monde du vin. En fait, il y a un peu de tout partout, et puis les gens vont chercher. Donc il faut être présent sur l'expression qu'ils vont taper sur Google, ce genre de choses. C'est beaucoup de travail de contenu à la fin. Ouais. Et on parle toujours de digital, mais comment vous gérez la partie, parce que vous faites de la mise en relation, cette partie commentaire, ou en tout cas, alors, beaucoup d'entrepreneurs me disent finalement il y a quand même beaucoup plus de commentaires positifs des expériences que des commentaires négatifs. Mais comment vous gérez cette partie où finalement vous mettez en relation, mais c'est le domaine ou la marque qui va faire la prestation, pour vous assurer que le client aura la bonne prestation, et que derrière s'il y a des commentaires négatifs, comment vous gérez cette phase post-expérience? Nous, on est ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on sécurise une transaction, globalement. On n'est pas une banque, mais on dépend d'un système bancaire aussi. Et on sécurise une transaction entre deux tiers. Le visiteur d'un côté et la maison, le domaine ou le prestataire touristique de l'autre. Donc là, nous, on s'engage à faire notre travail qui est, ok, tu payes 20 euros, 30 euros, 70 euros, 100 euros par personne, ton argent est sécurisé, tu auras ta prestation. Donc ça, c'est globalement notre travail. Après, bien évidemment, maintenant, on a tous des systèmes de notation, on connaît tous ça aujourd'hui. Déjà, point important, c'est que on ne permet pas aux gens de laisser un avis s'ils n'ont pas vécu l'expérience. Il y a des plateformes aujourd'hui qui le permettent, et on le voit avec beaucoup de restaurateurs qui s'énervent, parce qu'aujourd'hui, tout va bien, tu laisses pas d'avis, ou alors le public anglo-saxon va laisser des avis, le public latin, francophone, moins, si tout va bien. Par contre, si ça va mal, tu peux être sûr que tu te prends un avis. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que aujourd'hui, nous, on s'attelle quand même à avoir des expériences assez exclusives. On a encore besoin d'étoffer notre catalogue en France et en Europe, mais on fait un pré-tri, c'est-à-dire que on veut pas simplement juste toutes les visites et dégustations de France et de Navarre, on veut des expériences un petit peu plus exclusives qui correspondent à notre cible, à notre public, à notre audience, dans lesquelles ils vont vivre un moment assez sympathique. Et voire même exclusif parfois. Donc quand ce sont des expériences privées, on sait que logiquement ça va être ok. Ensuite, on envoie parfois des personnes chez nous faire des visites en incognito.
pour tester justement les expériences. Alors on peut pas le faire avec toutes les expériences, ça serait compliqué, et je pense que d'autres plateformes d'hôtellerie ne testent pas non plus tous les hôtels. Ensuite, c'est surtout le travail en effet d'avis qui va faire le tri et nous faire remonter les prestataires qui n'ont pas honoré la prestation qu'ils proposaient sur notre site. Et à ce moment-là, on va faire deux choses. On va contacter le visiteur d'un côté, avoir un son de cloche, contacter le prestataire de l'autre côté, avoir un second son de cloche. Et à partir de ce moment-là, soit le prestataire se dit « Ok, j'ai essayé mais ça me convient pas, j'arrête », ou alors « Ok, il y a eu tel problème à tel moment », et nous on en parle avec le visiteur, on lui dit « Écoutez, on est désolé, retentez l'expérience ». Tu peux pas garantir un 100% de réussite, c'est impossible. On a tous eu des hôtels ou des logements où c'était pas bien. Même les personnes qui ont des pouvoirs d'achat énormes, ils ont tous été déçus à un moment. Enfin, tu peux, sauf si tu as vraiment des personnes qui travaillent pour toi pour organiser tes déplacements perso et pro et autres. Et là, tu peux être sûr que tu n'es pas trop déçu. Mais on parle vraiment d'un pourcentage de la population. Aujourd'hui, si tu organises toi-même, tu peux, as des photos grand angle où tu arrives sur place et ah oui, c'est beaucoup plus petit. Donc voilà, tout ça, on le traite, c'est du service client. Et aujourd'hui, nous, le service client, c'est vraiment quelque chose, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, qu'on ne fait pas payer, qu'on inclut en fait dans les fameux 15%. C'est pas juste, ah oui, on va chercher les clients, on prend 15%. C'est non, derrière, il y a du référencement. On va chercher des clients, parce que les visiteurs qui visitent sur Wainnlist, qui réservent des visites sur Wainnlist, sont des acheteurs à plus de 70%. Et on a en plus le montant qu'ils achètent derrière. Donc tu vois, on sait que c'est quand même des personnes qui achètent véridiquement derrière. Et puis derrière, il y a toute la partie service client. Avoir un service impeccable, aujourd'hui, c'est comme Amazon. Aujourd'hui, tu appelles Amazon, tu as quelqu'un qui t'aide, qui t'accompagne. Voilà, c'est la même chose. C'est cette partie tertiaire service qui, pour moi, est très importante, sur laquelle on met pas toujours l'accent en France. On n'est pas assez dans le service, on délaisse un peu parfois les choses parce que je pense que ça fait partie de notre histoire et de notre éducation. C'est pas un tort, c'est pas un mal, mais on a l'habitude de fonctionner comme ça. Moi, j'essaie justement de réinsuffler cette partie anglo-saxonne qui est customer first. Et chez nous, les customers, c'est et les visiteurs et le domaine. Donc double travail, mais ça finira par donner des choses positives. Avant de partir sur une partie plutôt entrepreneuriale, justement, si tu avais des conseils à donner, toi, aujourd'hui, à des domaines ou à des marques viticoles, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil aujourd'hui pour qu'ils améliorent ou qu'ils créent des expériences qui colleraient un peu à Wainnlist? Bah, nous, c'est pas tant des expériences qui collent à notre besoin, parce qu'encore une fois, on est une plateforme de mise en relation. Et en fait, on peut pas avoir déjà un type d'expérience parce qu'on a des visiteurs français, jeunes, âgés, des visiteurs étrangers, si je parle au sens large, jeunes, âgés, et chacun veut quelque chose de différent. Un Français de 35 ans ne voudra pas la même expérience qu'un Américain de 35 ans, qu'un Brésilien de 35 ans, et même, je mets 35 ans pour mettre tout le monde sur la même égalité, mais il y a aussi des disparités au sein d'une catégorie d'âge. Donc aujourd'hui, c'est difficile de dire, cette expérience, elle va plaire à tout le monde. C'est impossible. C'est comme dans la com, tu peux pas plaire à tout le monde si t'es pas... Enfin, tu peux pas être percutant si tu essaies de plaire à tout le monde. Faut être un petit peu clivant, faut impacter en fait à un moment. Il faut accepter de te faire des ennemis pour percer, pour y arriver. C'est là où nous, on a un petit peu de mal aussi, c'est que on a un visitorat qui est très disparate et très éclectique, et on doit quand même plaire à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on se met toujours en retrait face au domaine. De ce qu'on voit, de ce qu'on observe quand même, il y a de plus en plus de visiteurs qui adorent les expériences privées, exclusives, où ils sont seuls lors de la visite, et des choses différentes en fait. En Europe, on a beaucoup la visite et dégustation. C'est très visite et dégustation, donc globalement, pendant 1 heure, t'écoutes, pendant une demi-heure, tu bois. Non mais si je résume, c'est ça. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup de fun là-dedans. Ça manque un petit peu d'interactivité. Et aux US, j'y étais encore il n'y a pas très longtemps, c'est education, mais c'est surtout entertain. Donc c'est vraiment comment on fait pour que les gens passent un bon moment, rigolent. Et d'ailleurs, la différence entre le marché américain et le marché français, les Américains vont dans les domaines viticoles tous les week-ends pour faire des enterrements de vie de garçons, des enterrements de vie de jeunes filles, des anniversaires, même entre amis pour juste boire un verre. Ce qui n'est pas du tout le cas quand je pense à la Champagne. Tu me dis ça, moi, le discours des vignerons, c'est les samedis et dimanches, on parlait de prendre du temps,
Je préfère fermer le domaine et pouvoir profiter de ma famille, de moi aller faire des choses, Exactement. plutôt que d'accueillir des gens sur place. Bah, en fait, c'est deux choses qui influent. C'est-à-dire qu'aux US, déjà, t'es dans un public où il y a plus d'investissement. Donc, en fait, ils investissent tellement dans leur domaine viticole qu'il faut qu'ils soient rentables. Donc, ils investissent sur la localisation, sur le lieu, sur le bâtiment, qui est toujours différent d'un domaine à l'autre. Ils investissent sur le personnel en disant, il faut que les gens viennent pour que je sois rentable. En France et en Europe, c'est différent puisqu'on a souvent des domaines viticoles qui passent de génération à l'autre. Donc il y a plus, je dis pas qu'il n'y a pas de problème de rentabilité, mais le lieu est établi. Euh, et et c'est plus souvent, j'essaye le no-tourisme et si ça marche, je développe. Tandis qu'aux US, c'est je développe et il faut que ça marche. Tu vois? Donc c'est super différent. Et en fait, ouais, aux US, tu vas dans un domaine comme si tu allais dans un bar. Ils ont peut-être moins de problèmes de licence, etc. Parce que c'est vrai que nous, c'est différent. Mais en tout cas, tu peux aller dans un domaine, tu demandes un testing, juste un testing, et tu as la personne qui va te servir des vins, qui va venir. Donc tu as souvent des terrasses, parce qu'il fait souvent beau, en tout cas en Californie. Tu as des terrasses, les gens te servent plusieurs cuvées, tu choisis le nombre de cuvées. On t'explique, grosso modo, la cuvée. On t'explique pas tant sur le domaine, sauf si tu poses des questions, les personnes répondent, mais tu vois, il n'y a pas de visite du domaine, parce qu'en fait, ils partent du principe qu'à la fin, tu veux juste boire un coup. Je dis pas qu'il faut que toutes les expériences soient comme ça, et je trouve qu'en France, on apporte beaucoup d'éducation, et c'est très important, mais je pense qu'il faut ramener le côté fun, en fait, dans cette expérience. Est-ce que tu penses que les vignerons ont l'état d'esprit pour faire ça? Parce que les anglo-saxons, en tout cas, sont plus dans une logique business, Ouais. même s'ils ont la dimension agricole et viticole, alors qu'en France, j'ai tendance à penser, c'est personnel, que c'est plus une dimension viticole et agricole, et seulement après le business vient, et c'est peut-être des fois là où bas blesse pour certains domaines en France, c'est peut-être ce besoin de travailler davantage la dimension business pour avoir plus de rentabilité. Bah, c'est vrai qu'après, on va sur beaucoup de débats. Tu as le rapport à l'argent qui est différent là-bas, tu as ce côté business qui va très très vite là-bas. Mais pour autant, aujourd'hui, un, un vigneron, plus vigneron, mais dirigeant d'un groupe viticole français qui est très connu aux US, ça reste Jean-Charles Boisset. Jean-Charles Boisset est français. Il amène une dimension, une touche d'extravagance, une touche de fun dans des expériences, en tout cas aux US et même en France, qui sont, tu vois, où tu ressors, où tu dis, ah, j'ai pas juste écouté une personne qui m'a raconté quelque chose, tu vois, j'ai participé. Donc en fait, c'est possible, c'est possible. Je pense que les vignerons et les domaines en France peuvent le faire. Après, il y a encore, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de débats connexes. C'est-à-dire que tu as la pénurie de la force de travail. Il y a le problème aussi, oui, d'ouverture le week-end qui est compliqué, donc il faut trouver aussi des gens qui sont prêts à sacrifier ou à travailler le week-end. Et puis du coup après ça t'amène sur un autre débat, travailler le week-end oui, mais pour combien, comment, est-ce que... Enfin, il y a beaucoup de complexité. En tant que Français, on est plus tatillon sur le travail. Beaucoup. Et pour autant, le week-end, c'est là où les gens, ils ont envie de, tu vois, s'aérer l'esprit. Et en fait, moi, je vois les domaines viticoles comme aussi un lieu où tu peux t'aérer, découvrir quelque chose, t'amuser. Et je sais pas si tu t'en rends compte aussi, mais moi, je sais que j'apprends beaucoup plus quand je m'amuse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au CP ou à l'école maternelle, on te met des carrés de couleurs pour apprendre les formes et tu vois, on te le fait, on t'aide en t'amusant. Ce qu'on oublie beaucoup après. Ce qu'on oublie après, ça doit être très, très théorique. Et en fait, bah voilà, exactement. En fait, après, ça reste théorique. Et tout le reste de la scolarité, c'est théorique. Même après, dans le travail, ça reste théorique. Faut que tu fasses ça, comme si. Et t'en viens à oublier de t'amuser. Alors, si, tu t'amuses avec les amis, mais je veux dire, dans le travail, et t'apprends plus. Et du coup, quand je fais le parallèle aujourd'hui, je rencontre ici, donc en Champagne, beaucoup plus de Belges, de Néerlandais, d'Anglais, qui en savent beaucoup plus sur le Champagne que des connaissances ou des amis français champenois. Et moi, je trouve ça juste pas possible. On devrait être tellement fiers de nos origines, tellement chauvin, parce qu'on sait être chauvin, on devrait être tellement chauvin qu'on devrait tout connaître, tu vois. Donc, bref, c'est un grand débat, mais je pense qu'aujourd'hui, ramener un peu de fun, c'est faisable. Faut juste, voilà, se lâcher un peu. Il y en a qui le font très bien. Et aujourd'hui, tu vois, tu vas dans des domaines, tu as des escape games sur le thème de la Champagne, du Bordelais et autres. Super fun. Enfin, je veux dire, pour le coup, t'apprends pas à fond, t'apprends pas comment vinifier, etc. Mais tu ressors déjà, t'as la marque
ou la maison qui t'a amené du fun. Donc déjà, tu la retiens mieux. Tu crées une émotion, donc du coup, tu as créé un souvenir. Exactement. C'est du marketing expérientiel au final, hein. C'est juste ça. Enfin, ça a l'air simple, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais il y en a de plus en plus en tout cas. Du fun et de l'insolite, il y en a de plus en plus. Donc c'est simplement sortir de la... Il y a des domaines qui pourront jamais le faire. Je pense aux grandes maisons, tu es obligé de rester sur de la visite et dégustation parce que tu as un turnover au niveau des guides, il faut les former, il faut les aider, il faut les accompagner dans le discours de la marque. C'est plus compliqué de faire ça quand c'est fun. Et puis c'est toute une logistique, mais en tout cas, il y a beaucoup de domaines qui cherchent l'élément différenciant et ça fait super plaisir. Ouais. Là, c'est une dimension un petit peu plus personnelle, entrepreneuriale. Toi, tu t'es toujours vu entreprendre, parce que tu dis que tu n'as jamais eu l'occasion de travailler en tant que salarié. Tu parles que tu faisais déjà des sites internet vers l'âge de 14 ans. Ouais. Donc, il n'y avait pas d'autre issue finalement qu'entreprendre ou Bizarrement, tu vois, j'ai pu rencontrer quelques personnes qui ont été salariées pendant une vingtaine d'années et qui se disaient « Ok, maintenant c'est le moment où je crée ma boîte. » Ben, moi, c'est l'inverse. Je dis pas que je vais être salarié demain, pas encore, j'en suis pas là, mais en fait, depuis le début, ouais, je voulais être entrepreneur. J'ai fini mon cursus, mes études aux US, et j'avais deux options à ce moment-là. Travailler aux US, mais ça sous-entendait déjà chercher un boulot aux US en tant que Français sans visa, c'est compliqué, donc ça sous-entendait beaucoup de complexité. Ou rentrer en France, mais en effet monter ma boîte ou m'associer à quelqu'un pour monter ma boîte. Pour avoir une liberté d'expression très importante pour moi. Aujourd'hui, quand tu montes ta boîte, bah, t'es libre et prisonnier à la fois. C'est compliqué parce que t'es maître de... Souvent on dit qu'on veut entreprendre et finalement Ouais. pour être libre, c'est vrai. c'est Et en fait, c'est vrai. Et en fait, tu bosses le week-end tout le temps et on en revient à ce qu'on disait. Putain. Non, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire parce que j'ai toujours eu un problème aussi avec pas l'autorité, mais l'autorité non constructive. Et je me suis dit, est-ce que je vais réussir à trouver un mentor en fait? Et plutôt que de chercher un mentor dans une boîte, et en plus au début, je savais pas forcément ce que je voulais faire. Enfin, c'est difficile d'aller dans une société, de se dire ok, je veux bosser dans une maison de champagne, ouais, mais il y a quoi? Il y a marketing, commercial, il y a plein de choses, mais moi j'aime bien tout faire en fait. J'adore toucher à tout. Bah, quand tu veux toucher à tout, monter ta boîte, c'est génial parce que tu fais même des trucs qui te barbent, moi en l'occurrence la compta, tu fais tout ça, tu fais du commercial, t'es commercial de ta boîte, après le soir tu rentres... métier finalement en tant qu'entrepreneur. Bah ouais, Ouais. Être entrepreneur, c'est être commercial, hein. Parce que même quand tu vas avoir des partenaires financiers, tu vends ton projet, ta vision, et tu la vends, Donc ouais. Donc non, c'était toujours très éclectique, envie de faire tout le temps, en même temps. Plus ça va, plus j'ai une autre philosophie maintenant, et c'est comme ça que tu structures aussi ta société et ce que tu as envie de faire. Mais en tout cas, depuis le début, j'ai vraiment adoré passer d'un sujet à l'autre, plutôt que de rester, tu vois, coincé dans un sujet. J'adore passer à l'autre, revenir, faire ce genre de choses. Justement, comme tu dis, c'est beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience. C'est quoi la plus grosse galère finalement, est-ce qu'on peut parler d'échec, en tout cas de galère, qui t'a le plus appris finalement depuis que t'es entrepreneur? Peut-être par rapport à une liste ou une autre expérience, mais... Non, mais après, moi j'ai une façon de voir j'ai une façon de voir un petit peu anglo-saxonne dans le sens où il n'y a pas vraiment d'échec. C'est toujours un apprentissage. Ça peut paraître bateau, mais j'ai pas eu d'échec où je me suis retrouvé à plat ventre, tu vois, comme ça dans mon canapé en me disant ouais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas eu ce genre de phase. Mais j'ai pas non plus aussi connu encore de succès ultra fulgurant parce que c'est difficile d'avoir un échec aussi gros si t'as pas eu de succès aussi grand, tu vois. Donc je dirais que pour l'instant, voilà, on progresse tranquillement, enfin très bien, mais encore tranquillement versus d'autres sociétés. Donc c'est plutôt des step back en fait, des pas en arrière. Et là tu dis ok, j'ai eu ça, comment je vois les choses différemment. On a eu des investisseurs notamment qui nous avaient donné un accord de principe sur un montant défini qui pouvait nous aider à aller assez loin. Au dernier moment, on a eu un non, tu vois, ce genre de choses, tu le vis pas avant, tu le vis une première fois, et là tu as deux solutions, soit tu te renfermes sur toi-même et tu dis ouais, c'est la fin du monde, je vais jamais y arriver, ou tu dis bah ouais, encore un truc qui s'est passé, et puis until the next, quoi, on va voir je vais avancer, on va voir ce qui se passe après. Donc c'est vraiment être tenace au final, et
et faire face et garder le moral toujours. Ouais. Mais après, c'est savoir s'entourer. En fait, c'est encore un tout. C'est que plus tu t'entoures, plus tu sais faire face aux situations, plus tu peux aller chercher des conseils, plus tu... Aujourd'hui, on est très bien entouré. On a des personnes, alors avec mon associé du coup Ulysse chez Oenelist, Ulysse qui est beaucoup plus sur la partie gestion quotidienne de l'opérationnel. Moi, je suis plus sur le développement. Ça ne veut pas dire qu'on n'échange pas et qu'on n'a pas des idées l'un et l'autre dans nos propres secteurs, si je puis dire, ou pôles. Mais aujourd'hui, on a chacun nos sources de conseils. Typiquement, moi, le réseau Entreprendre, tu vois, j'ai Franck Coste avec qui, que tu as pu aussi interviewer, avec qui j'échange régulièrement. Pas aussi régulièrement que je voudrais, mais j'échange avec lui. On a aussi nos investisseurs, notre board, tu vois, qui nous aide énormément, qui nous aide à structurer en fait notre pensée, notre vision. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on pense à quelque chose, on l'écrit, on distille l'info. C'est comme quand quelqu'un nous donne une information. On la met de côté, on la met dans un plan d'action, on voit à quel terme on veut le mener à bien, si le budget suit, etc. etc. Donc, pas vraiment d'échec, mais c'est vraiment plein de petites marches où tu fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière, etc. Et puis voilà, ça suit son cours. Et j'aurais une petite question sur le... Tu parlais que ce qui te manquait peut-être c'était un mentor à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, ce serait qui tes mentors? Alors, que tu connais personnellement ou pas, parce que ça peut être dans les bouquins, ça peut être à l'international, des gens qu'on suit sur les réseaux. Est-ce que toi, tu aurais un ou plusieurs mentors au final au quotidien? Je vais peut-être pas donner une réponse comme donneraient tous les entrepreneurs en mode ouais, il faut absolument que tu lises ce bouquin et tout, parce que honnêtement, j'ai du mal à lire. J'ai beaucoup lu avant et maintenant j'ai du mal à. Alors je lis, hein, mais je lis beaucoup plus rapidement les livres et je les lis pas, j'en commence plein et je les finis pas tous forcément. Ou alors, Tu sélectionnes ce que tu veux. exactement, quand je vois qu'un livre, ah je me rappelle que tel livre il parlait de ça à ce moment-là, tu vois, je me replonge dedans à ce moment-là parce que ça peut m'aider. Donc ça reste des inspirations. Après, c'est pas forcément des noms qui me disent ok, j'y vais. Aujourd'hui, je trouve, et pour revenir sur ce que je pensais avoir, avant, je pensais qu'il allait y avoir une personne. Enfin, en tout cas, je voulais, au moment où si j'étais salarié, j'aurais aimé vouloir avoir un N+1, N+2 qui m'accompagne et qui m'aide. Là, je dirais que de par le fait d'être entrepreneur, on est entouré de beaucoup de personnes qui nous accompagnent. Aujourd'hui, si tu veux que j'en cite quelques-uns, on a notamment Béatrice Cointreau qui m'accompagne énormément, qui a cette expérience en plus de gestion de groupe, enfin, qui va au-delà de ça, un réseau, une pensée business aussi qui est très très pertinente, et même si on fait des choses totalement différentes, une expérience acquise qui nous permet d'éviter de faire certaines erreurs. Donc c'est pas un mentor forever, tu vois, c'est plutôt des personnes à des moments ou des situations clés. Francos, que je citais tout à l'heure, nous a énormément aidé à beaucoup de moments clés au sein de la société également, de par son expérience, parce qu'il n'a pas toujours été dans le champagne Thomas également. exactement. Mais pareil, très éclectique et très intéressé, curieux par beaucoup de choses. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est straight to the point. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche chez les personnes qui nous accompagnent, c'est on va pas passer par quatre chemins pour te dire les choses, on te les dit. Euh, Si j'étais toi, je ferais ça, mais maintenant c'est ton choix. Ça veut pas dire que je ferai ce que les personnes me disent, mais au moins je connais leur intention et je connais le raisonnement qui va autour, tu vois. Et je comprends en fait le raisonnement parce que eux feraient ce choix, ils auraient ce raisonnement. Et en fait, c'est vraiment ça qui est utile. Ouais. Une des questions que je pose souvent, c'est par rapport à ton expérience d'entrepreneur, si tu avais 3 conseils à donner alors à toi-même il y a quelques années ou à des gens que tu rencontres qui veulent entreprendre, ça serait quoi tes 3 conseils pour entreprendre? Ou en tout cas 3 conseils pour avoir le bon esprit peut-être d'entrepreneur. Ok. Eh ben, va à Bali et non, non, je plaisante. Non, c'est déjà. Après, c'est des conseils super bateaux. Enfin, ça peut paraître bateau, mais c'est compliqué quand tu commences quelque chose parce que tu as ton idée en tête, tu veux foncer, tu veux y aller. C'est compliqué de prendre du recul et de connaître les armes dont tu auras besoin pour évoluer. Et en fait, c'est même pas un conseil, c'est super compliqué à faire. Tu peux pas, il faut juste y aller. Donc parfois, moi j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui hésitaient ou qui tâtonnaient ou qui chacun est différent dans sa manière d'entreprendre. Ça colle aussi beaucoup à la personnalité, au profil. Moi, je sais que on a mis 1-2 ans pour vraiment
connaître le marché, savoir comment s'adresser à telle ou telle personne, savoir ce qu'était une levée de fonds également. Tu vois, je suis allé voir des investisseurs au bout de 8 mois. Bah, je savais pas au début. Donc c'est pour ça, je dirais quand on donne le conseil, il faut que ça aille vite. Oui et non, ça dépend à quel niveau tu es. Si tu as déjà fait une boîte, que tu sais lever des fonds, ouais, mets-toi 3 mois et puis tu n'as même pas besoin de mes conseils si tu as déjà fait ça. Mais prends le temps d'apprendre en fait. Et si tu te sens pas prêt, n'y va pas tout de suite, apprends et lance au moment où tu te sens prêt. Après, je pourrais pas lister 3 conseils, mais c'est vraiment... En tout cas, d'agir, de ce que je comprends, c'est Ouais. à son rythme, en tout cas d'être dans l'action, plutôt Exactement. que dans l'expectative, à attendre Exactement. que ça se passe. Exactement. Parce que bah, tu vois, ici, on est au Village by CA, le Village by CA qui nous a aussi accompagnés depuis de nombreuses années. Euh, on voit beaucoup d'entrepreneurs ici. L'avantage, c'est qu'on voit des entrepreneurs, des boîtes matures, moins matures, des solo founders, des solo entrepreneurs. Et parfois, tu vois des personnes qui sont un peu dans euh, l'attentisme. Tu vois, genre, ok, j'ai lancé mon truc, j'ai fait un clic, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et non, en fait, faut se dire que l'entrepreneuriat, c'est un combat de boxe perpétuel face à quelqu'un ou quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il faut mettre des coups sans cesse. Il y a des coups qui vont être percutants, d'autres où ça va être complètement dans une flaque d'eau, ça va servir à rien. Mais c'est peut-être le troisième coup où tu te dis, ah, ok, je tente, j'y vais, qui va donner quelque chose. Donc c'est vraiment la ténacité là qui va rentrer en jeu. Et au final, il faut se dire que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et tu peux pas faire un marathon au rythme d'un sprint, c'est pas possible. Donc faut savoir prendre du recul. C'est facile à dire maintenant, hein. Moi, j'en ai vécu des périodes où je travaillais les week-ends non-stop et tout, mais c'est s'accorder quelques petites pauses, prendre du recul. Et puis encore une fois, ce que je dis n'est valable que pour moi, si je devais parler à mon moi d'il y a quelques années, mais ça dépend de l'âge auquel tu entreprends, de ton parcours, de ton éducation, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc peut-être que d'apprendre à se connaître avant d'entreprendre, c'est une des clés. Ok. Et dernière question, est-ce que tu as un dernier mot, le mot de la fin avant qu'on termine l'interview? Bah écoute, moi j'ai pas préparé de conclusion. Non, déjà je voudrais te remercier pour ton temps et de m'accorder ce temps et cette parole. Euh, je trouve qu'on a évoqué des sujets très intéressants. Il y a une multitude de sujets et en fait, bon, je pense que ça peut se voir, mais je suis assez passionné. J'aurais pu poser encore beaucoup de questions pour être Oui, honnête, bah, mais je vois le temps là. c'est vrai. Oh, bah, on peut y aller, on peut rester ici une journée, y a pas de souci. Non, mais après, l'entrepreneuriat, c'est une passion en fait. Au-delà de, tu vois, soit on me dit, ah ouais, t'as créé Winealist, tu dois être passionné par le vin. Ouais, non, je suis pas. Ça m'intéresse. Le vin m'intéresse au même titre que le chocolat, si j'allais voir une chocolaterie, le café. Il y a aussi des très belles cultures de café, de thé, etc. Tout ça, ça m'intéresse. Mais d'autres choses aussi qui sont beaucoup plus digitales et moins physiques. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une passion. C'est la passion de faire plein de choses dans un court laps de temps, et tout le temps. Il faut être au service de tout le monde. Donc, c'est une liberté et une prison dorée, entre guillemets. Et ça touche aussi à beaucoup de sujets. Tu vois, là, on a parlé pendant cet échange, on a parlé du travail, de nationalité, d'éducation. Et l'éducation, d'ailleurs, on peut encore aller plus loin, parce que si on permettait aux jeunes d'aujourd'hui d'en savoir plus sur les vignobles, avant, on avait les cartes des vins à l'école. Et avant, les gens, désolé, mais ils buvaient du pinard. Tu vois, ils allaient au bar, ils buvaient du pinard. Aujourd'hui, ouais, ok, il y a la mode du vin naturel et tout, je vais prendre un vin naturel, mais personne ne sait ce que c'est. Tu prends un vin naturel parce que tu as entendu le caviste qui a dit ça, c'est une pépite, je vais le prendre. Mais non, avant, ils buvaient du pinard parce qu'ils savaient que Côte-du-Rhône, c'est cool et tout. Tu vois, j'aimerais bien qu'on ramène ce truc-là un peu dans l'éducation, où on éduque vraiment les gens, comme on les éduque pour les rivières, les fleuves, on les éduque avec notre terroir, et que derrière, on éveille leur curiosité. Et c'est pas parce que je veux plein de visiteurs dans 5 ans, mais c'est surtout parce que je voudrais qu'on soit aussi curieux et éveillé que les étrangers qui viennent nous rendre visite et qui, eux, savent que, ouais, on a un truc formidable sous nos pieds, quoi. Donc voilà, j'espère que ça servira. Je pense pas que ça sera entendu, mais en tout cas, voilà, peut-être que ça servira et que ça éveillera des curiosités. Il faut que ça reste fun. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ton temps.